Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Lacoste-Doumel. Sophie, comme son nom l'indique, va nous parler de l'héritage légué par son grand-père René Lacoste, son expérience au sein de la marque au crocodile et sa nouvelle expérience aujourd'hui à la tête de Fusalp, une autre très belle marque française. Bon podcast. Sophie Lacoste-Doumel, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de la marque française Fusalp. Oui. C'est aussi la petite fille de René Lacoste. Oui. Et vous avez eu une expérience à la fois d'héritière d'une grande marque française à aura internationale, mais aussi vous étiez dans l'opérationnel de cette marque. Ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'était qu'est-ce que c'est de grandir avec René Lacoste comme grand-père? Qu'est-ce que c'est de vivre au sein d'une marque avec la renommée de Lacoste? Déjà, René Lacoste, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et puis c'était un couple aussi, c'était René Lacoste, mais c'était Simone, sa femme, qui était une grande championne de golf. Et je crois que c'est assez difficile de les dissocier. Et en fait, c'était un inventeur, mon grand-père. Quelqu'un qui inventait tout le temps. Il a inventé la première machine lance-balles, la première raquette de tennis en métal. Il a inventé le polo petit piqué. C'est lui qui a le premier logo apparent. C'est lui qui a eu l'idée de le faire. Donc c'est vraiment quelqu'un de révolutionnaire sur plein de plans. Et puis un être exceptionnellement humain, très très ouvert sur les autres. Ce qui l'intéressait, c'était la démarche. C'était un ingénieur, le processus intellectuel qui emmenait vers quelque chose. C'était vraiment ça. Et puis, être tourné vers l'extérieur, tourné vers les autres, regarder ce qu'ils avaient à proposer, s'émerveiller, en fait. Moi, j'ai des souvenirs enfants où il me gratifiait en me disant « Waouh, c'est magnifique ce que tu me dis, c'est intéressant. » Enfin, très à l'écoute. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'au-delà d'un sportif de haut niveau à l'époque, c'était vraiment un entrepreneur, ou en tout cas quelqu'un qui était vraiment tourné vers trouver les nouveautés, se nourrir de ce qui se passait dans l'actualité. Oui, fondamentalement. Et même le joueur de tennis qu'il était, en fait, il avait un petit carnet où il notait, il regardait ses adversaires jouer et il analysait chaque geste, il intellectualisait énormément sa façon de jouer. C'était pas du tout instinctif. Il regardait vraiment comment il pouvait. C'est pour ça qu'il l'avait appelé l'alligator aussi. C'est parce que vraiment, il attrapait ses proies. Je crois qu'il était pas très rigolo à regarder jouer. C'était un genre de fond de cours. Et puis, il abattait, il les laissait faire des erreurs, quoi. C'était vraiment, il trouvait les failles et il allait dedans. C'était vraiment un peu une machine de guerre. C'était la précision. Voilà, très précis, très réfléchi, très pensé. Et c'était quelqu'un de magnifiquement inspirant. Moi, il m'inspire encore. Mes deux grands-parents m'inspirent tous les jours. Quand on est dans un monde aujourd'hui qui va très très vite, où il faut agir tout de suite, se dire voilà, lui c'est un homme qui essayait de comprendre avant d'agir, qui réfléchissait, donc essayait de se poser, même dans nos vies à nous, de temps en temps, de dire attends, là je vais prendre cette décision, est-ce que je peux pas réfléchir 5 minutes, essayer d'analyser la situation et pas me précipiter parce qu'il fallait répondre déjà il y a 10 minutes. Enfin, on est dans un rapport au temps qui est fou. Oui. Et c'est ce genre de modèle, en fait, ça recale un peu sur un autre rythme. Ça permet de se dire, on peut peut-être trouver les bonnes solutions en respirant un peu et en regardant un peu plus loin que les 10 minutes qui viennent de s'écouler. Complètement. Oui. C'est aussi être un peu moins perméable aux premières émotions, je crois. Et c'était quelqu'un de très calme. Et aussi de se dire, est-ce que je peux ne pas surréagir tout de suite, ne pas tout de suite juger ce qui arrive, mais essayer d'être un peu plus ouvert, de ne pas être abattu, parce que bon, dans la vie d'entrepreneur, des emmerdes, on en a tous les jours. Oui. Et est-ce que je peux accueillir ces soucis et essayer de l'analyser, de réagir comme quelque chose d'intéressant à faire. D'accord. On sent que ça vous a marqué cette approche-là quand même. C'est quelque chose qui avait l'air d'être très important dans son caractère. Et il le transmettait à son entourage, cette aura-là. C'était quelqu'un de très généreux avec son entourage et qui nous a énormément appris. Enfin, c'est des personnalités hors du commun, vraiment.
Sur le développement de la marque, vous avez grandi avec ce nom et avec le fait que c'était une marque déjà internationale quand vous êtes rentré dans cette marque-là. Comment vous avez vu l'évolution de l'intérieur finalement de la marque et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une marque à son nom finalement? C'est quand même c'est assez étonnant. Ouais. C'est assez étonnant. Bon, je suis née je suis née en 1976. Il y avait déjà une certaine renommée, donc j'ai toujours plus ou moins vécu avec ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, il y avait un défilé entre des tables dans des bureaux pour des commerciaux et puis quand on a vendu, on défilait à New York. Donc c'est un process de développement qui est juste magnifique, incroyable. On a vécu l'arrivée des boutiques à enseigne. Avant, c'était que des multimarques. Et puis une grande fierté, mais même aujourd'hui, quand je vais dans une boutique n'importe où au monde et que je vois une énorme photo de mon grand-père, je trouve que c'est une joie intense. Et moi, je suis arrivée au conseil d'administration. Ouais. J'étais pas opérationnelle. Jamais, j'ai toujours été au conseil d'administration, mais je suis rentrée à 23 ans, donc très jeune. Et c'était assez passionnant. J'ai fait partie de plein de comités. Enfin, voilà, j'étais ravie d'apprendre, de me former. Mais c'était pas obligatoire dans la famille de rentrer dans la marque? Non, pas du tout. On avait des réunions d'information annuelles, mais ceux qui n'avaient pas envie de plus que ça n'avaient pas plus que ça. Moi, j'ai postulé pour être au conseil d'administration et voilà, ils ont eu l'extrême gentillesse de bien vouloir me laisser rentrer et c'était absolument passionnant. Ça m'a appris beaucoup. Et puis c'est vrai que de voir cette marque, c'est vraiment une marque très solide, très forte, qui a des essentiels vraiment forts. Et je pense qu'elle a une vie encore longue devant elle, très forte. Qu'est-ce que vous avez appris finalement en rentrant dans le conseil d'administration de cette société? Qu'est-ce qui a été les faits marquants pour vous de participer au conseil, aux échanges d'une entreprise avec une vision internationale? Oui, mais c'était toutes les discussions stratégiques, les développements à valider, les développements de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Enfin, il y avait toute la vie d'une entreprise, les enjeux aussi, les relations entre les gens, ce que c'est que la vie en entreprise, ce que c'est un conseil d'administration relativement fourni, avec des personnalités solides. Donc voilà, il y avait des échanges forts et vifs et c'était intéressant à regarder. J'ai beaucoup regardé, hein. Oui. Mais c'est important. J'ai beaucoup regardé. Parce qu'au sein d'un conseil, on ne sait pas forcément comment ça marche un conseil d'administration. C'est important qu'il y ait ces échanges vifs. Ça nourrit la créativité, la dynamique de l'entreprise. Bien sûr, pour qu'il soit constructif. C'est important que chacun ait des convictions fortes et qu'il les défende. Et c'est très joyeux. Enfin, c'est comme ça, je pense qu'on avance. Et peut-être on ne le fait pas suffisamment dans la vie tout le temps. Oui. Et c'est vrai que même dans les entreprises, là aujourd'hui chez Fusalp, on réfléchit aussi à structurer l'entreprise en termes de... C'est important les saines confrontations. Oui. Forcément, le service commercial et le service produit n'auront pas forcément la même vision des choses. Probablement. Et c'est hyper important qu'ils se confrontent et d'avoir des gens suffisamment intelligents pour se battre pour leurs convictions et entendre celles des autres et arriver à une situation qui aille à tout le monde. Il ne s'agit pas de faire des mauvais compromis. Il s'agit de faire un truc où tout le monde se dit, bon, là, on avance. Ouais. Peut-être pas jusqu'où moi, j'aurais voulu toute seule, mais je comprends qu'il y a des enjeux de tel ordre et qu'il faut les... Et c'est ça, je trouve qu'il faut beaucoup privilégier dans l'entreprise, c'est qu'il y ait des saines confrontations entre gens qui le font avec bonne humeur et enthousiasme, mais que ces confrontations-là existent. Il y a eu une confrontation qui était moins joyeuse dans l'histoire de Lacoste. C'est celle qui a mené à la sortie finalement de la famille Lacoste lors du rachat par Moss de Lacoste. C'était en 2012. Ça a été un processus assez long, je crois, pour aboutir à cette sortie. Vous étiez pour tenter que la famille reste à la direction de Lacoste. Comment vous avez vécu cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là dans l'entreprise? Bon, c'était une période compliquée, c'est sûr, parce qu'il y avait un profond désaccord. Après, je pense que la marque, aujourd'hui, est entre de bonnes mains, donc elle se développe de belle manière. Donc j'ai pas de tristesse à propos de ça, parce que c'était ça qui devait arriver. Si c'est ça qui s'est passé, il faut l'accepter aussi. Et puis on a pu, comme ça, rebondir, racheter une marque avec mon frère, Fusalp, qui est une marque magnifique. Du coup, on s'est retrouvés dans un super projet avec ma belle-sœur aussi, Mathilde, qui est la directrice artistique, et puis Alexandre Fauvet, qui travaillait chez Lacoste aussi, qui était numéro 2 de Lacoste.
Lacoste et qui est directeur général de Fusalp. Et donc on se retrouve comme ça à 3-4 autour d'une table à prendre des décisions. C'est hyper joyeux, hyper agréable. En plus, on a de la chance, ça se développe bien. Oui. C'est une marque aussi magnifique avec des fondamentaux hyper forts. Donc on a une vision forte. On avait tout de suite une vision très claire de ce qu'on pouvait faire. Donc les choses sont vraiment très positives. Oui. Sur la sortie de Lacoste, finalement, vous, en tant que famille, comment vous voyez, parce que finalement, il y a Lacoste qui vit ça, mais on voit qu'il y a d'autres groupes familiaux qui sont confrontés à cette situation-là, d'un actionnaire qui peut devenir majoritaire, ou au contraire, qui n'est pas forcément d'issue pour une marque familiale. Comment vous voyez cette notion de marque familiale et comment finalement une marque familiale peut trouver une pérennité, peut vivre dans le temps? Je pense qu'il faut beaucoup anticiper les choses. Nous, sûrement, on a manqué d'anticipation. Et que, en fait, le jour où des problématiques arrivent, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est vraiment en amont, essayer de travailler sur cet actionnariat familial. C'est particulier, il faut donner des informations, il faut que les gens se sentent bien à leur place, qu'ils aient envie de rentrer ou pas rentrer, enfin voilà, mais qu'il n'y ait pas de poids aussi financier. Parfois, il y a des gens qui aimeraient faire des choses, mais qui se retrouvent bloqués avec un capital qu'on ne peut pas toucher. Enfin, c'est pas évident, tout le monde n'est pas heureux dans cette situation-là. Donc, arriver à avoir des solutions de liquidité aussi, enfin, c'est tout ce que les grandes familles, on pense évidemment à la famille Muliez, voilà, qui du coup ont vraiment des organes de gouvernance hyper structurés, et on a l'impression qu'ils sont heureux dedans, et que, enfin, quand on rencontre des gens de la famille, ils sont tous assez entrepreneurs. Chacun trouve sa place, voilà. Effectivement. Et ils font des super beaux projets, tous très différents. Enfin, moi, ceux que j'ai pu rencontrer, je les ai trouvés hyper épanouis, ils avaient l'air bien dans cet univers-là. Donc, on se dit qu'il doit y avoir une manière, mais je pense qu'il faut beaucoup le penser, le réfléchir. Et tout le monde n'en a pas la volonté non plus. Bon, nous, aujourd'hui, avec Fusalp, par exemple, on travaille beaucoup sur la culture de l'entreprise parce qu'on grandit beaucoup. On a racheté, on était 30 donc en 2014. Aujourd'hui, on est 150. On a toute une entreprise à créer. C'est quoi nos valeurs? C'est pas du tout la même échelle et comment on construit effectivement les valeurs de l'entreprise, l'identité de l'entreprise. Pour que les gens qui y travaillent se sentent faire partie d'une entité cohérente et s'y épanouissent. Enfin, c'est comme ça l'objectif. Et du coup, on le réfléchit dans ce sens-là. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche de transmission à tout prix? Bon, on a vécu ce qu'on a vécu nous avec notre famille, donc j'ai pas forcément envie de le revivre. D'accord. Et puis, mais je trouve ça, on en parle beaucoup avec nos enfants quand même. En revanche, à côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un fonds de dotation familial, Porosus, qui soutient l'émergence en art et en sport. Vous allez me raconter ça après, mais mais je dirais que la transmission, on la travaille là-dedans. Vous la travaillez, d'accord. En fait, et là, dès maintenant, on invite tous les jeunes à partir de 12 ans à participer au projet parce que ça, on veut leur transmettre et c'est dès maintenant, en fait, qu'on les en rend responsables. Dès le plus jeune âge, il y ait une philosophie qui soit transmise, une perception de ce qu'est la marque, de ce qu'on peut faire dans la marque en tant que représentant de la famille. Voilà, tout à fait. C'est intéressant, effectivement. C'est une sensibilisation, mais pas forcément l'obligation d'aller vers l'opérationnel, mais la connaissance de la marque. Mais je pense que c'est une stratégie à mettre en place, en fait, tout comme une stratégie commerciale. Enfin voilà, il faut le penser très tôt. Ah oui. C'est intéressant parce que on a le sentiment que la stratégie commerciale, maintenant c'est un acquis, mais qu'il y a tellement d'autres choses sur lesquelles il faut travailler, sur l'identité de la marque, sur comment emmener à la fois les héritiers, mais aussi les salariés. Il y a énormément de choses. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous en êtes venu à reprendre Fusalp. Quel était le projet finalement? Qu'est-ce qui vous intéressait? Si vous aviez éventuellement plusieurs idées aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour choisir Fusalp? Donc Fusalp, une marque alpine, plutôt sport, qui était avec un positionnement au moment où vous la reprenez en 2014, sport mais assez moyenne gamme. Et vous avez une autre idée. Vous voulez faire quelque chose de complètement différent. Oui, en fait, avec mon frère, on a décidé de chercher une marque. On a regardé différentes marques et puis en fait Alexandre Fauvet est venu nous trouver et nous a dit voilà, j'ai entendu parler de ce dossier-là, est-ce que ça vous intéresse?
Et on a tout de suite eu vraiment un coup de cœur. On est à moitié savoyard, notre maman est savoyarde. On skie beaucoup. Et puis, donc, on connaissait, on aime beaucoup Annecy. Et la marque nous a tout de suite parlé. On a trouvé le logo magnifique. C'était en fait, la Fusalp a été créée en 1952 par des tailleurs à Annecy. Elle est passée entre diverses mains jusqu'à arriver dans celle du baron Empin à la fin des années 70. Le groupe s'est effondré, donc Fusalp avec, et elle a été reprise par 3 salariés au début des années 80, à la barre du tribunal. Et nous, c'est un de ces 3 salariés qui avait racheté à ses co-actionnaires qui nous a vendu l'entreprise. Et quand on l'a rencontré, c'est un monsieur formidable, monsieur Joël Glaise. Oui. Il avait envie de passer la main, il sentait bien qu'il y avait un développement à opérer, mais qu'il ne savait pas trop comment le faire. Puis il avait 62 ans aussi, il se disait que c'était peut-être la fin d'une époque. Et donc quand on l'a rencontré, on s'est très bien entendu. Et puis on a compris que ce logo, cette identité pouvait être extrêmement contemporaine, vraiment dans l'air du temps. On est aujourd'hui hyperactif, on a besoin de bouger. Nous, on parle de l'art du mouvement, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner des vêtements qui soient là pour le ski, mais aussi en vélib, en voyage, et d'avoir des vêtements respirants, confortables et élégants. Ça, vous l'aviez déjà, parce que ça, c'est vrai qu'on en parle depuis 2-3 saisons très fortement, mais dès 2014, vous vous étiez dit, il y a quelque chose à jouer sur ce volet-là, où il y a la spécialité de Fusalp, c'était le fuseau, donc quelque chose d'assez confortable, qui peut être détourné vers l'urbain. Tout à fait. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de se tourner vers l'urbain, de garder le ski, parce que c'est nos racines, c'est notre identité, on fera toujours des vêtements de ski, mais de vraiment ouvrir à l'urbain et ouvrir sur des fonctionnalités nouvelles. Ouais. Et ma belle-sœur Mathilde dit toujours que c'est très passionnant de travailler sur des vêtements avec des contraintes d'utilisation, parce que ça permet justement de structurer une pensée et une identité de marque très forte. Et elle parle justement de vêtements architecturés, parce que c'est des vêtements qui sont là pour servir dans des matières qui sont techniques, donc qui ont un toucher, une structure très forte, et qui permettent vraiment de dessiner une silhouette. Je me demandais justement quel rapport vous pouviez avoir entre Lacoste et finalement le polo Lacoste, qui est l'élément emblématique et sur lequel s'assoit aussi le succès de Lacoste. Si vous aviez chez Fusalp un produit, un élément de silhouette qui était du même acabit que le polo. Mais ce que vous me dites, c'est pas forcément la silhouette, c'est pas forcément le produit, c'est plutôt la fonctionnalité historique du vêtement. Oui. Ouais, je crois qu'on est beaucoup sur la fonctionnalité. Alors évidemment, on a notre produit iconique qui est le fuseau, parce que Fusalp, c'est Fuseau des Alpes, donc c'est voilà. Mais c'est qu'on continue, qu'on porte à la ville, qu'on porte en été, sur lequel on travaille beaucoup. On travaille sur les combinaisons aussi, parce que Fusalp a inventé la première combinaison de ski de compète. Donc c'est vraiment dans l'ADN. Mais on parle plus de silhouette en fait. Voilà. On reconnaît quelqu'un en Fusalp avec la silhouette, c'est un fit parfait, c'est vraiment, on cherche, pour ça qu'on fait beaucoup de R&D, pour avoir des matières qui soient chaudes, respirantes, imperméables, mais avec un fit mais garder ce fit très près du corps. Et c'est ça qui fait pour nous la différence, je pense, en tout cas l'identité. J'avais une question sur le fait de passer d'un groupe comme Lacoste. Bon, vous étiez parti, mais là, en 2017, les derniers chiffres officiels de 2017 annonçaient plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à une marque qui faisait 6 millions d'euros quand vous la reprenez. C'est pas tout à fait la même échelle. Qu'est-ce que vous avez appris, finalement, dans cette période-là, de prise en main d'une marque de cette échelle, avec 30 salariés ça a dû être un peu un choc aussi Oui, mais très positif, en fait. Très, très positif, parce que le fait d'être dans une grande structure, en plus, vous savez, Lacoste est compliqué, il y avait Lacoste et devant l'air, enfin c'était des systèmes très compliqués, et du coup avec pour nous des possibilités de prise de décision très limitées, parce qu'en fait nous on était la marque, mais c'est pas nous qui investissions, donc c'est compliqué, on peut pas, on prend pas les décisions de la même manière. Donc là d'un coup de se retrouver à peu nombreux, en fait de repartir c'est formidable de pouvoir repartir de zéro un peu. Et pas de zéro, parce qu'on avait une marque fantastique entre les mains. Il y avait un actif. Mais il y avait beaucoup de choses à faire. Et du coup, c'est aussi de penser un peu malin. C'est-à-dire que pour le coup, on n'avait pas des investissements de la même taille que ceux de chez Lacoste. Donc chaque euro, il fallait vraiment qu'on le tourne au bon endroit. Et c'est assez agréable, en fait, de se retrouver dans une économie comme ça, de choses,
où on n'est pas en train de dire oui à tout ce qui passe, mais vraiment on se dit bon voilà, alors j'ai ça de budget, donc il va vraiment pas falloir le mettre au mauvais endroit, et trouver les bons partenariats. Et ça s'est bien passé pour ça, et puis c'est aussi formidable de se mettre 3 autour d'une table, de prendre une décision et puis de le faire, quoi. Oui, la réactivité est beaucoup plus intéressante. Et ça, on l'a toujours, cette réactivité-là, on est encore complètement dedans, et de pouvoir avoir vraiment les mains dedans. Là, je vous disais, hier, j'étais à Zurich en train de parler avec le propriétaire d'une possible boutique. Enfin, on est dans le développement en dur toute la journée. Oui, c'est pas des grandes directives, Voilà. C'est vraiment du contact direct avec le terrain. Et ça, c'est super agréable. Oui. Sur le développement de Fusalp, justement, vous avez donné un ton premium, mais c'est Oui. pas luxe, c'est vraiment premium. Comment vous avez défini le positionnement finalement de la marque ? De toute façon, on a compris que le moyen de gamme, c'était pas possible, que l'entrée de gamme, on n'aurait pas les budgets. Et en fait, on a fait une collection, on a remonté un peu les entrées de gamme, mais on a surtout mis beaucoup plus de produits premium qui n'existaient pas. Enfin, voilà. Et à la fin de notre première collection, les seules choses qui nous restaient en stock, c'était les entrées de gamme. D'accord. Et donc, on a bien compris que notre légitimité, et c'était franchement tant mieux, elle se situait sur des vestes entre 800 et 900 euros. Voilà. Et c'était vraiment ça qui allait faire le cœur de notre offre. Et là où on trouvait notre légitimité. Ce qui est formidable, c'est que ça nous permet de faire des produits qui sont beaux, dans des matières qu'on peut mettre au point nous-mêmes. Ça nous laisse quand même une possibilité de faire la chose. On n'est pas allé vers le luxe non plus parce que... Alors, on cherche à faire des boutiques qui sont des boutiques de luxe, avec un service de luxe. Voilà. Après... ça aurait été faire de la niche en fait pour nous, pour une marque pas connue comme ça, qui renaît, aller tout de suite vers du luxe, je pense pas que ça aurait été viable. Là, on peut se permettre, c'est des très beaux produits qui sont coûteux, mais qui durent longtemps. On travaille beaucoup sur la durabilité des produits, sur le cycle de vie. On fait des produits qui passent pas de mode comme ça et qui peuvent se garder longtemps. C'est quand même très important. Et donc, on peut se faire plaisir en s'achetant un bon manteau qu'on va garder 3 ans et qui va nous faire plaisir pendant 3 ans. C'est un vrai achat, mais c'est pas quelque chose de déconnant non plus. Ouais. Et ça, je pense que ça rentre bien dans les critères de ce qu'on aime faire, en fait. Ça s'est fait très naturellement. Aujourd'hui, c'est combien vous avez ouvert des boutiques, vous avez développé sur d'autres marchés. Vous disiez 150 personnes aujourd'hui. Oui. C'est quoi le poids avec la moitié en boutique. Avec la moitié en boutique. Mais c'est quoi le poids de Fusalp aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous on clôt fin mai, on prévoit de faire 30 millions d'euros fin mai. D'accord, donc une belle progression, c'était une vingtaine de millions d'euros l'année précédente. Voilà, c'est ça. Donc on était à 22 et on va être à 30. D'accord. Et on a 45 boutiques. 45 boutiques. Voilà, dont à peu près une trentaine en propre et 15 en affiliation. Ouais. Et vous avez des ambitions internationales ? Oui, on a ouvert à Londres, on a ouvert à Oslo, des boutiques, parce que des points de vente on en avait déjà, mais des boutiques. En Suisse, on en a pas mal. En Corée, on a ouvert des pop-up en Chine pour ouvrir des permanentes l'automne prochain. D'accord. On vit un peu en période olympique, nous, chez Fusalp. Donc les 4 premières années, déjà, il fallait remettre un peu les choses d'équerre, redevenir profitable, avoir une vraie identité de marque. Et là, maintenant, notre challenge, c'est clairement l'international, avec un vrai focus sur l'Asie. Il y a Tokyo et Pékin. Et Pékin dans la foulée. En Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, et pour nous, c'est un gros enjeu. Et puis, les occasions de porter, c'est-à-dire vraiment développer l'urbain. D'accord. Et quand c'est on quoi attaque l'urbain aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à peu près 50-50. Oui, donc vous avez déjà une identité reconnue au niveau urbain. Ouais. Et quand on va à l'étranger, on se positionne tout de suite urbain. D'accord. Sur ce créneau-là, c'est intéressant, ça bouge très fort. Il y a des Montclair, pour en citer plusieurs, mais il y a peut-être des Pyrenex sur le côté français, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là, et puis il y a en plus les marques de luxe qui sont intéressées justement sur les JO, ils sont très intéressés sur ce qui se passe en montagne, on voit que ça bouge de leur côté. Comment vous voyez ce marché-là évoluer, et vous, quelle place vous arrivez à prendre ? Est-ce qu'il est très très compétitif, ou il y a encore de la... Non, il y a de la place. Il est en train de grossir. Je pense qu'il y a de la place, je pense qu'il est en train de grossir parce que les modes de vie évoluent beaucoup, les gens s'habillent très différemment, on est quand même beaucoup plus informel, on est en basket, on vit différemment. Nous, on est encore assez petits, donc on a vraiment de la place pour grandir. Et puis c'est bien, je pense que ça permet de faire différentes offres, mais c'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir une identité très forte et des valeurs de marque très claires.
Vous en avez parlé plusieurs fois, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, hein, de travailler la valeur de marque, de travailler l'identité de Fusalp, Oui. Pas seulement pour ce que vous allez dire à l'extérieur, mais aussi pour motiver en interne. C'est ça que vous Complètement, me dites. complètement, parce qu'on est justement dans une entreprise qui se développe énormément, et donc il faut qu'on arrive à faire communauté, et pour que les gens se développent, et puis qu'on essaye d'être un peu moderne aussi dans notre manière de penser le travailler ensemble. On est aussi en train de travailler sur un projet philanthropique. La RSE, évidemment, est au centre des préoccupations de chacun. Ça, comment vous le travaillez? C'est des bureaux recherche et développement? Comment vous avez, sur la RSE, ouais, sur la... c'est un peu chaque service a ses objectifs RSE. Hein, ouais. C'est dans la vie de tout le monde. Évidemment, avec nous, en premier lieu, les matières. Et c'est évidemment notre plus grand impact environnemental sera sur les matières. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille beaucoup. Et on se pose plein de questions sur ces sujets-là, qui ne sont pas très simples. Et encore une fois, plutôt que de se précipiter vers des solutions qui se révéleront négatives, parce que c'est très compliqué ces sujets-là aujourd'hui et ils ne sont pas encore suffisamment traités. Il faut qu'on s'appuie plus, les marques, il faut qu'on travaille, qu'il y ait plus de travail collaboratif aussi. On en est encore loin hein, sur le pan technique. Chacun est plutôt en train de développer sa propre membrane. Oui, mais je ne suis pas sûre que ça soit vers là qu'on gagnera le plus en fait. Vous voyez quand même des choses collaboratives émerger? On essaye, on est au tout début. Hein, pour tout vous dire, c'est vraiment des réflexions qui sont assez récentes. Mais je pense qu'il y a des vrais sujets sur lesquels on peut travailler, que certaines marques sont OK avec ça. Et là, il y a le patron de Gucci, là, très récemment, qui a fait un appel pour plus de collaboration. Enfin, on sent quand même qu'il y a des gens qui le disent. Et puis, bon, évidemment, Kering qui travaille beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est très inspirant et que petit à petit, ça va finir par faire boule de neige. Il faudrait que tous ces sujets-là soient hors compétition, en fait. C'est ça. C'est un vrai... Mais c'est pas facile, hein. Je dis pas que on a tous peur, on a tous des chiffres à faire. C'est pas que les gens sont gentils ou pas gentils, c'est que c'est quand même beaucoup d'angoisse. Ça s'inscrit quand même dans un contexte économique qui peut être difficile. Bien sûr. Il faut trouver la bonne distance. Bien sûr. Mais c'est sûr que c'est des filières qu'il faut travailler de manière... il faut que tout le monde s'y mette. Parce que les solutions ne sont pas encore là. Et c'est vrai que dans l'outdoor, c'est pas encore toutes les entreprises de sport d'hiver et de grand air sont pas forcément très impliquées, ou en tout cas dans l'idée du collaboratif, c'est pas encore très mûr. Oui, mais je pense que ça va avancer. Ça avance. Vous en parliez, vous avez en projet de travailler une fondation Fusalp. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, en tout cas, un projet philanthropique, fondation, je ne sais pas si on en est encore là. On est en train de structurer ça de manière vraiment très collaborative. On a fait un grand sondage avec tous les salariés de l'entreprise pour savoir quel sujet ils voulaient travailler. Donc on en a identifié 3 qui sont l'écologie, la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement des handicaps. Donc c'est très varié, et c'est vraiment... donc là, on est en train d'étudier les dossiers, et c'est les salariés qui vont voter pour les projets qu'on va soutenir. Parce que, moi, c'est des sujets qui me sont... c'est très important pour moi d'avoir un projet de cet ordre-là. Je pense que c'est normal, quand on gagne de l'argent, c'est normal d'en redonner un peu. Et puis, ça permet vraiment aux salariés de s'emparer de ce truc-là. Je pense que ça, c'est important. Et puis, on va le faire grandir d'année en année. Et vous sentez vraiment que c'est une attente aussi des équipes ? Je crois, oui. Je crois qu'ils ont besoin de manière générale, pas juste chez Fusalp, mais que tout le monde a besoin face à toutes les angoisses qu'on peut avoir, notamment environnementales et sociétales. On vit quand même dans des périodes compliquées. On a besoin de sentir qu'on est dans un écosystème positif et qu'on va qu'on aide à aller dans le bon sens. Et on en a besoin dans tous les pans de sa vie, donc l'entreprise en fait partie, et on se doit de répondre à ça. Et là, c'est aussi un moteur de la dynamique de l'entreprise, de la créativité. Je crois, oui. Et de la productivité aussi, très certainement. Je pense que si on est fier de l'endroit où on travaille et qu'on comprend en fait pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, que c'est aussi qu'on gagne de l'argent pour pouvoir redonner aussi à ces sujets-là, pour pouvoir être acteur à plein de niveaux, ça motive quand même beaucoup plus. Ouais. Merci pour cet entretien. Merci à vous, Olivier. Sophie Lacoste-Dornel, merci d'avoir participé à cette édition du podcast Luxury Inside Fashion Network. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle écoute.